Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je souhaite dépasser ce camion. Pour avoir une meilleure visibilité, je me décale légèrement à gauche tout en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va voir ça directement sur une animation. Alors, là, vous voyez bien, on est sur notre voie, mais à droite. Et vous voyez bien, en fait, qu'on a un manque de visibilité sur ce qui se passe devant. On a en fait un champ visuel qui est réduit, notamment par la présence du camion. Si on se décale un tout petit peu à gauche, sans bien sûr empiéter sur l'autre voie, on reste sur sa voie, eh ben, ça va améliorer notre visibilité et on va pouvoir voir plus loin. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler légèrement à gauche, avoir une bonne visibilité pour pouvoir dépasser ce camion. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. La vitesse est limitée à 70 km/h. Réponse A, après l'implantation du panneau. Réponse B, avant l'implantation du panneau. Réponse C, après et avant l'implantation du panneau. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Il faut savoir que chaque type de panneau a ses étendues de prescription. Alors n'oubliez pas, une étendue de prescription, en résumé, c'est quoi? C'est où l'ordre commence et où l'ordre se finit. Ici, on est sur un panneau d'interdiction. Donc, concernant les panneaux d'interdiction, en général, la prescription commence à l'implantation du panneau et se finit à la prochaine intersection. Donc, ici, pour en revenir à la question, donc la vitesse est limitée à 70 km/h après l'implantation du panneau. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors vraiment, là on passe très très vite sur certaines notions qui sont très importantes. Sachez que là on a vu l'étendue de prescription seulement pour les panneaux d'interdiction. Ensuite, pour les autres types de panneaux, l'étendue de prescription est totalement différente.
Donc là, ce que je suis en train de dire, ça vaut que pour les panneaux d'interdiction et encore de manière générale. Donc pour ça, je vous incite à aller dans l'information pour être vraiment plus précis. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Dans cette situation, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une rue à double sens de circulation et on a un poids lourd qui tourne donc à sa droite, donc vers nous. Alors, il faut que vous sachiez que les poids lourds ont des rayons de braquage bien plus grands que celui d'une voiture. Donc, lorsqu'ils tournent, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent sur notre voie. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste là où je suis et je le laisse finir sa manœuvre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Je souhaite aller tout droit. Le véhicule en face souhaite tourner à l'intersection. Réponse A, je m'engage avant qu'il tourne. Réponse B, je le laisse tourner, puis je m'engage. Alors, regardez bien ce qui se passe devant nous. Devant nous, on a un camion qui a ses feux stop allumés. On peut même entrevoir, devant le camion, vous avez sur le côté droit, un bus qui est à l'arrêt également. Donc la circulation devant nous est à l'arrêt. On se retrouve sur une intersection où en face de nous, on a une voiture qui, elle, veut tourner à droite ou à sa gauche. Si je m'engage tout de suite, avant que la voiture ne tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais bloquer l'intersection. C'est-à-dire que la circulation en face et la circulation dans la voie dans laquelle je suis seront toutes les deux bloquées. Donc c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de bloquer une intersection, même si le feu est au vert. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête au feu, je laisse passer les véhicules qui veulent tourner, puis lorsque la circulation devant moi repartira, je pourrai m'engager.
Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 7. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8. Ce conducteur peut stationner à l'endroit où il se trouve s'il utilise un disque bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez ce panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau de fin de zone, de stationnement gratuit, limité dans la durée. Donc par disque bleu. Donc ça, c'est la fin de zone. C'est-à-dire que après le panneau, ce type de stationnement n'est plus d'actualité. D'accord ? Mais avant ce panneau, donc là où est ce conducteur, c'est qu'effectivement, on est sur un stationnement par disque. Hein ? D'ailleurs, vous pouvez voir le marquage au sol, qui est un marquage au sol bleu. Donc, dans les zones de stationnement par disque, tu dois poser donc le disque visible au niveau de ton pare-brise et en indiquant l'heure du stationnement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord ? Donc, si on ne la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je circule en agglomération éclairée de nuit. Je peux rouler en réponse A, feu de route, réponse B, feu de position, réponse C, feu de croisement.
Alors, vous faites souvent des erreurs sur l'utilisation des feux la nuit, surtout en agglomération. Alors écoutez bien la réponse, comme ça on va résumer la chose comme il faut. En agglomération, d'accord, vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir l'agglomération éclairée et l'agglomération non éclairée. Concernant l'agglomération éclairée, vous pouvez rouler en feu de position seul ou en feu de croisement. Par contre, interdit d'utiliser ces feux de route. En agglomération non éclairée, là, vous devez utiliser les feux de route. C'est une obligation, parce que la chaussée, elle est non éclairée. Par contre, attention, si vous croisez une personne, il va falloir passer en fin. Une personne, un usager de la route, donc une voiture, il va falloir passer en feu de croisement. D'accord ? C'est normal. Feu de croisement, c'est pour croiser. D'accord ? Feu de croisement, c'est pour croiser. Feu de position, c'est pour que les autres usagers voient votre position. Et feu de route, feu de route, c'est pour la route. C'est-à-dire que, faut bien comprendre une chose. Je devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Normalement, je devrais pas vous le dire parce que ça peut porter à confusion. Mais la règle, au niveau de la loi, des articles de loi, la règle de nuit, ce sont les feux de route. Ça, c'est la règle. Donc la nuit, vous devez rouler en feu de route. Et ensuite, il y a des exceptions. Est-ce que la route est éclairée ou non ? Est-ce que tu es en agglomération ou non ? Est-ce que l'agglomération est éclairée ou non ? Est-ce que tu vas croiser des usagers ou non ? Mais sinon, en fait, la règle, c'est les feux de route. D'ailleurs, c'est feux de route. C'est pour les routes. Voilà. Donc, retenez ça bien. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Je m'arrête. Réponse A, pour baisser le son de la radio. Réponse B, pour entrer une adresse sur le GPS. Alors, pour baisser le son de la radio, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, parce que ça ne va pas vous prendre énormément d'attention. Par contre, pour entrer une nouvelle adresse sur le GPS, oui, là il va falloir s'arrêter pour initialiser votre GPS. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 12. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois. Réponse A, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse B, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C, lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route.
On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore deux cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 13. Pour dépasser ce vélo, A. Je m'écarte. B. Je reste sur ma voie. Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc,
pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc ici, les bonnes réponses, ce seront les réponses A. Question numéro 14. Je cède le passage au véhicule de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on a un véhicule qui vient à notre droite. Cependant, regardez bien, il sort d'une voie privée. D'ailleurs, on voit bien les maisons, c'est une voie privée. Donc, lorsqu'un véhicule sort d'une voie privée, il n'a pas la priorité. Il n'y a donc pas de priorité à droite. Ici, en fait, c'est pas une intersection. C'est un véhicule qui sort d'une voie privée. Pas de priorité à droite, donc je ne cède pas le passage. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement. Alors, ici, regardez, on a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on ne le voit pas entièrement, on ne voit pas son visage, on ne connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Si par exemple il se met à courir, oui, là il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Question numéro 16. L'apparition de douleurs durant la conduite est un signe de fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu conduis et que tu commences à avoir des douleurs, par exemple, à la nuque, aux jambes, au dos, mais également si tu commences à voir que tu as les paupières lourdes, par exemple, ou que tu as la bouche sèche, tout ça, effectivement, ce sont des signes de fatigue. Donc oui, l'apparition de douleurs est là pour te dire, attention, il faut que je me repose. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question,
tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 18. Je risque de rencontrer des pierres sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau est un panneau de danger qui indique un risque de chute de pierre et de pierre sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ses feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux circuler A en feu de route, B en feu de croisement, C en feu de position. Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question, je suis désolé de vous le dire, c'est que vous ne connaissez pas votre cours. Voilà.
c'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 21. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Ce panneau indique réponse A, un passage piéton. Réponse B, des toilettes publiques. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70. Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, là, on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc, on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là, effectivement, je ralentis fortement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pneus neige ou hiver doivent être montés sur toutes les roues. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, le panneau que tu vois à droite, c'est un panneau d'entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, là, normalement, 2 questions viennent à toi. C'est qu'est-ce que ces équipements et qu'est-ce que la période hivernale? Alors, il faut que tu saches que la période donc hivernale, elle va du 1er novembre au 31 mars. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'équiper son véhicule de dispositifs antidérapants entre le 1er novembre et le 31 mars, seulement dans 34 départements. Alors, maintenant, qu'est-ce que sont ces équipements obligatoires? Ces équipements obligatoires sont des dispositifs antidérapants. Alors, ça nous amène pas très loin. Donc, c'est quoi des dispositifs antidérapants? Alors, il existe 2 types de dispositifs antidérapants. Vous avez les dispositifs antidérapants amovibles et vous avez les dispositifs antidérapants qu'on appelle les pneus hiver. Alors, concernant les dispositifs antidérapants amovibles, alors, vous avez tout d'abord les chaînes métalliques. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle les chaussettes. C'est comme des chaînes, mais en textile, en matière textile. Concernant maintenant les pneus hiver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par pneus hiver? Les pneus hiver, ça va être les pneus qui ont le petit symbole 3PMSF. Ça veut dire Three Peak Mountain Snowflake. Donc, pour être considérés comme pneus hiver, ces pneus doivent avoir cette appellation, donc être estampillés par ce petit logo 3PMSF. Bon à savoir, vous devez équiper vos pneus hiver sur toutes les roues de votre véhicule, qu'elles soient motrices ou non. Donc, pour répondre à la question, durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. La bonne réponse est la réponse A. Les pneus neige doivent être montés sur toutes les roues. La bonne réponse est la réponse C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors
on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 27. Tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, n'oublie pas les documents obligatoires à bord d'un véhicule. Alors, c'est quoi? C'est tout d'abord ton permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, communément, et la preuve du contrôle technique. Alors, beaucoup de personnes me parlent de l'assurance. Alors, est-ce que l'assurance est obligatoire? Bien sûr qu'elle est obligatoire. C'est la loi et le code des assurances. Par contre, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve d'assurance dans son véhicule. Les forces de l'ordre ont désormais un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés, dans lequel ils peuvent vérifier avec votre carte grise si vous êtes assuré ou non. C'est pareil pour le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique est obligatoire? Bien sûr qu'il est obligatoire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de fournir le contrôle technique lors d'un contrôle. Il faut seulement avoir une preuve du contrôle technique. Donc ici, est-ce que tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule? La réponse est non. C'est la réponse B. Question numéro 28. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 29. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont réponse A, les cyclistes, réponse B, les trottinettes, réponse C, les véhicules légers, réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C.
Question numéro 30. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 2 ans. Réponse B, tous les 3 ans. Réponse C, tous les 4 ans. Alors là, tu vois, encore une fois, c'est une question de cours. Donc, si t'as faux à cette question, je t'encourage fortement, mais fortement, à te former. On a une plateforme pédagogique en ligne spécialement dédiée au passage du code. Et en plus, on a fait en sorte que tous les budgets puissent subvenir à cette formation. Donc, on a des formations qui commencent à 9,90 €. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, je te conseille de te former, surtout si tu t'étais trompé à cette question, parce que c'est une question de cours basique. Voilà. Donc, ici, le véhicule a plus de 4 ans, donc le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de... Réponse A, 42 mètres. Réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de... Réponse C, 28 mètres. Réponse D, 38 mètres. Alors ici, c'est vraiment une question pareille de cours qu'on voit souvent dans l'information. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres. Et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. J'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. La formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question. Et on passe à la question suivante. Question numéro 32. Je peux dépasser ce cycliste en chevauchant la ligne blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En franchissant la ligne blanche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois, on a un cycliste devant nous et on est sur une route où il y a une ligne blanche, donc la double sens de circulation. Alors, est-ce que je peux dépasser ce cycliste ? Oui, je peux dépasser ce cycliste à une condition. La condition, c'est de chevaucher la ligne blanche. Alors, c'est quoi la différence entre chevaucher une ligne blanche et franchir une ligne blanche ? Alors, il est autorisé de dépasser ce cycliste si tu chevauches la ligne blanche. C'est-à-dire, si il y a seulement 2 roues à l'extérieur de la ligne et 2 roues à l'intérieur de la ligne.
Si tu franchis la ligne blanche, c'est-à-dire si tes 4 roues sont à l'extérieur de la ligne, alors tu es en infraction. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code ». Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par réponse A, 3, réponse B, 5. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,4 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ici, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par 3. Et 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 34. En période probatoire, j'ai commis une infraction de classe 4 avec retrait de 3 points. Réponse A, je dois réaliser un stage obligatoire. Réponse B, je dois juste payer mon amende. Réponse C, je recevrai une lettre 48N. Alors pour toutes les personnes en permis probatoire, vous recevrez en fait une lettre 48N qui vous préviendra de l'obligation de réaliser un stage obligatoire sous les 4 mois. Sachant que une fois le stage réalisé, vous serez remboursé de votre amende. Si vous n'effectuez pas le stage dans les 4 mois, donc vous devrez donc payer votre contravention de 135 € et vous risquez en plus de ça une suspension de permis. Donc la bonne réponse ici sont les réponses A et C. Question numéro 35.
conduire et passer un appel via le Bluetooth est passible d'une contravention de 4e classe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 3, réponse C. 5, réponse D. Alors, il n'est pas interdit de passer un appel via le Bluetooth de votre véhicule. Cependant, c'est très déconseillé car vous multipliez le risque d'accident par 3. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 36. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 37. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière, et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune. Réponse B, vert. Réponse C, bleu. Réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B.
Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on peut voir, dans le cas numéro 1, donc un passage piéton. Dans le cas numéro 2, il n'y a pas de passage piéton. En tout cas, dans les deux cas, le piéton regarde devant lui, donc il n'a pas connaissance de la voiture qui vient derrière lui, et il s'apprête à traverser. Alors, la règle est que
Peu importe la situation, quand un piéton est sur une voie ou qu'il s'apprête à aller dans une voie, alors il est prioritaire. Le piéton est toujours prioritaire quoi qu'il arrive. Même sur une autoroute, un piéton sur une autoroute sera prioritaire. Donc, ici, dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Non. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 40. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec réponse A, mon permis probatoire. Réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.